Merci bien, bonsoir à tous. Je n'aurai pas forcément un discours aussi engageant et aussi énergique que Philippe. Il a plus l'habitude que moi, donc je suis encore un peu novice en politique. Mais bon. Vous voyez, j'ai un parcours effectivement qui est un petit peu particulier, où je suis passé du monde des nouvelles technologies, de comment est-ce que les nouvelles technologies influençaient notre société, à une bonne période dans le négoce où j'ai pu voir comment fonctionnaient aussi les marchés, donc là en l'occurrence de l'électricité et du gaz, qui sont assez intéressants. Je vais vous parler très rapidement pourquoi est-ce que le Parti pirate s'intéresse finalement à Folca et s'intéresse au secret bancaire. D'abord, juste un petit historique sur d'où vient le Parti pirate. Le Parti pirate, c'est un parti qui s'est mis d'abord en opposition face à des agissements, face à des contraintes qu'on avait sur les réseaux de droits d'auteur, qui étaient un peu, je dirais, trop sévères, de surveillance généralisée qui commençait à s'imposer, d'utilisation d'outils techniques extrêmement puissants, extrêmement perturbants, comme les chevaux de Troie, ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, qui viennent en fait finalement changer, modifier ce qu'il y a dans votre ordinateur. Et les gens qui sont des techniciens se sont révoltés par rapport à ça et ont décidé de faire un parti politique. Aujourd'hui, on est en train de faire une transformation, d'extraire le message qu'il y avait derrière ça. Et en fait, le message, c'est de dire, mais attendez, en fait, ce que vous nous imposez là comme outil, ça nous empêche de construire le monde dans lequel on est en train d'entrer. C'est ça, en fait, finalement, le message qu'aujourd'hui un parti comme le mien vient apporter, c'est qu'on est en train de passer d'une société industrielle à une société de la connaissance. Et il faut la construire, cette société-là, et finalement, les explorateurs, ceux qui rentrent dans ce nouveau monde-là, ont besoin d'un certain nombre de libertés. Et donc là, on a commencé à avoir certains combats, et je vais vous parler tout de suite du droit d'auteur, et il y a eu un très très grand combat qui s'est mené il y a un an maintenant, qui est, alors c'est un terme très proche, hein, c'est ACTA. ACTA qui était un accord anti-contrefaçon et qui était proposé par les États-Unis à l'Union européenne avec un lobby extrêmement puissant, extrêmement fort, et qui en fait voulait imposer à l'ensemble des opérateurs techniques, des opérateurs donc Internet, Swisscom, France Télécom, Orange et autres, un échange automatisé de données vers les États-Unis. Tout ça parce que, soi-disant, parce que l'industrie du cinéma et de la musique américaine voyait des pertes se profiler dans le domaine de la gestion des droits d'auteur. Et ça allait même beaucoup plus loin parce qu'on acceptait, ils voulaient en fait mettre en place ce réseau d'échanges informatisés, mais aussi des mesures d'action extrêmement sévères qui sont coupure d'Internet, comme vous avez un peu en France avec Adopi, c'est dans la même veine, et surveillance généralisée du réseau, et puis finalement mise en place de, comme je vous dis, chevaux de Troie qui viennent carrément de votre ordinateur, donc de l'intrusion finalement. Si on se rappelle un petit peu aussi quelques années d'avant, avec le terrorisme, on a quand même accepté des lois qui sont aujourd'hui utilisées constamment, tous les jours, où nos données de circulation, le fait de rentrer dans un avion ou pas, sont transférées automatiquement aux États-Unis. Donc on a nos données de connexion, ils veulent nos données de connexion, savoir qu'est-ce que l'on partage comme fichier sur Internet, ils veulent savoir où est-ce qu'on circule physiquement. Aujourd'hui, ils ont mis en place avec un double élément juridique en fait, qui est à la fois le Patriot Act et la loi FISA, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act. Donc là, on a vu les effets très récemment aujourd'hui, cette semaine, où ils ont mis en place un système de surveillance généralisée. Alors là, ils n'ont pas fait un échange automatique de données, puisque les données, elles sont déjà chez eux. Elles sont déjà chez Google, Facebook et autres serveurs, c'est déjà chez eux. Ils ont juste à se servir là-dedans. Et on a entendu des filiales de sociétés américaines qui sont soumises à ces accords-là. On a entendu que ces filiales européennes on avait demandé aussi à ce qu'ils fournissent ces données. Et puis finalement, la FATCA, et alors c'est là où nous, en tant que pirates, on voit le monde du réseau, on voit le monde des données, comment ça circule, la fluidité, et puis on se dit, finalement, la donnée bancaire, c'est une donnée comme une autre.
Et pour nous, c'est une donnée qui est protégée par un secret qui dit quelque chose sur vous, qui est une partie de votre identité. Et finalement, un État n'a le droit de savoir, de connaître ces données-là que par l'intervention d'un juge. C'est exactement comme le secret des communications, le secret médical, comme je définis très justement. Et on est en train d'imposer un système, un échange automatique complet. Alors pourquoi Alors évidemment, là, je ne vais pas rentrer dans juste FATCA, parce qu'il y a effectivement toute la guerre économique qui est autour, mais comme il y a la guerre économique liée aux droits d'auteur, ou la recherche du crime zéro avec la lutte contre le terrorisme. Moi, je pense que, de manière générale, face à cette transition de société industrielle à société de la connaissance, une société où finalement on perd les intermédiaires de plus en plus, parce que les brokers qui jouaient sur un arbitrage d'un savoir particulier, finalement ce savoir peut se transmettre et peut se partager beaucoup plus facilement. Mais que dans ce monde-là, un État qui essaie de conserver son mode de fonctionnement, la seule manière qu'il a pour réaliser cela, c'est d'essayer de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout surveiller, et de connaître l'agissement de tous. Et puis, après, évidemment, la technologie aidant, ce qu'on peut faire, on peut faire des choses fantastiques. Avec l'analyse du comportement, les données bancaires. On a déjà des expériences qui ont été réelles. On peut savoir à quel moment une femme tombe enceinte. Ça avant même que la femme s'en rende compte. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle a un changement de comportement commercial, en fait, qui est lié à ses hormones, et qui est lié au fait qu'elle est enceinte, et ça se voit avec des outils d'analyse extrêmement puissants. Et donc, c'était un cas aux États-Unis où un père de famille avait donné sa carte Cumulus ou équivalente à sa fille de 16 ans ou 14 ans, vraiment un âge assez bas, et recevait des publicités pour des Pampers et autres. Et un mois plus tard, la fille lui annonçait qu'elle était enceinte. Une autre chose, c'est une expérience de Visa que Visa a faite aux États-Unis, c'est très intéressant. Visa, évidemment, on vend du crédit, principalement, et c'est la première chose qu'ils veulent, c'est évidemment retrouver leur argent. Et à un moment critique, en fait, de la vie de quelqu'un qui ne paye pas, c'est le divorce. Le divorce, le débiteur sera le dernier finalement, celui qui est le créancier sera le dernier payé. On a plein de frais à payer, déménagement, avocats, et ainsi de suite. Donc ils ont créé un outil d'analyse qui permet de terminer à 90% en fait le taux, le moment auquel vous allez divorcer, un peu avant. Comme ça, ils vous appellent juste avant en disant on vous fait une offre spéciale pour rembourser tous vos crédits juste avant de divorcer réellement. Et puis, lorsque je parlais de ça avec le préposé fédéral à la protection des données, suppléant, en l'occurrence, M. Notaire, je lui parlais de ça, je lui expliquais, et puis il disait oui, mais je connais très très bien. Et puis je vous même raconter une histoire. Je discutais avec un banquier, alors peut-être que des gens connaissaient cette histoire-là. Un ingénieur dans une banque genevoise travaillait sur un outil d'analyse, et puis le jour où il s'est rendu compte qu'il pouvait prédire la mort de quelqu'un assez précisément, ils ont arrêté le développement du logiciel. Donc, des données personnelles, des données bancaires, des données de connexion aussi, parce que il n'y a pas que les données utilisées par Acta, c'est les données que c'est les traces que vous laissez sur Internet, les sites Internet que vous utilisez, les fichiers que vous partagez. Pour FISA et pour la surveillance de Prism, le système qu'on avait vu là, c'est la même chose, ce sont les traces que vous laissez. Lorsque vous mettez en place tout ça, finalement vous avez des dossiers qui sont gigantesques. Une personne qui demande juste à Facebook son historique, c'est 1200 pages en papier qu'il reçoit. Même un service de renseignement d'un pays classique n'est pas capable d'obtenir cela. Et finalement, la tentation est trop grande pour les États de venir analyser ça et ensuite essayer de prédire les comportements des gens, de se dire, voilà, quel est le comportement que va prendre un criminel, quel est le comportement, et on va essayer de définir avant même que la personne passe à l'acte si elle est un criminel. Donc on passe dans la prédiction de crime, ce qui est un travail qui a déjà commencé à Santa Cruz, avec l'aide de logiciels aussi liés à la prédiction de tremblements de terre.
Si vous mélangez ça avec les données qui sont disponibles sur Internet, vous rentrez dans un scénario qui est extrêmement proche de Minority Report, que je vous encourage vraiment à regarder. C'est un film très intéressant sur ce domaine-là. Un peu de science-fiction, ça fait toujours du bien. Donc finalement, c'est une perte de contrôle dans ce monde qui change. Alors maintenant, la question, oui, et surtout le point principal de l'état de droit, parce que c'est un peu le message de l'ensemble des intervenants ce soir, c'est nous sommes dans un état de droit, c'est vrai, et pour nous, en tant que pirates, c'est justement aussi un des points fondamentaux, c'est qu'on s'est rendu compte que des états dits démocratiques n'avaient pas d'attitude démocratique sur le réseau, et on s'indignait par rapport à ça. Donc l'état de droit est important, de savoir que les gens sachent exactement à quoi s'attendre, et on se rend compte que mettre en place une surveillance généralisée, style FATCA finalement avec l'échange automatique de données, c'est finalement renverser la charge de la preuve. Et d'un coup, c'est vous êtes suspect par défaut, et c'est à vous de faire valoir le fait que vous êtes innocent devant le tribunal. Et c'est exactement l'inverse de ce que l'on a construit depuis l'avènement des droits de l'homme. Donc maintenant, quelle est notre réflexion actuelle pour aller au-delà de ça? Il y a une première démarche qui est de dire oui, on se protège et face aux méchants américains. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a effectivement, comme on l'a dit, il y a aussi un mouvement qui commence à se poser des questions, parce que là, c'est même pas juste un État qui surveille les étrangers, ça c'est ok. Pour un Américain, on peut surveiller les étrangers et leur faire ce qu'on veut, c'est pas un problème. Mais on commence à surveiller les Américains même. Le vrai scandale aux États-Unis, en fait, c'est quand Verizon, qui est le premier fournisseur de téléphonie fixe et mobile aux États-Unis, en fait, lui-même transférait toutes les données de communication des citoyens américains. Ça a vraiment choqué les gens. Donc, comment est-ce que... Et puis FATCA, en fait, c'est tellement compliqué que nous-mêmes, les Américains, disent que ça risque de leur retomber sur eux. On a entendu ce genre de commentaires. Donc voilà, comment est-ce qu'on sort de là, et dans cette perspective de passage dans la société de la connaissance? Pour moi, je crois qu'il y a un travail à refaire sur l'être, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sur quelle est la notion d'individu et comment on va protéger cet individu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'individu, c'est plus juste un individu physique qui a besoin d'une certaine liberté pour ne pas être opprimé par l'État autour de lui pour être acteur dans sa vie. C'est un individu qui est augmenté. Et qui est augmenté sans le vouloir. C'est-à-dire que si maintenant, à l'instant T, vous avez coupé votre téléphone, vous avez coupé votre ordinateur, vous avez tout coupé, en réalité, vous existez sur le réseau. Soit les informations que vous avez mises sur votre Facebook, ou celles qui sont dans votre banque, ou celles qui sont dans une base de données de l'État, vous existez. 24 heures sur 24, dans plein de points. Vous avez même des sociétés qui détiennent des informations sur vous sans que vous le sachiez. Et qui la vendent en plus. C'est sûr que je veux bien faire de l'argent avec. Donc je pense à des sociétés comme Money House ou Delta Vista en Suisse qui fichent à peu près toute la population, y compris les bébés. Pour leur mettre une note de crédit, c'est ça le plus important. C'est ça le service qu'ils revendent après. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de là? Et là, je pense que la banque, alors la banque, pas forcément la banque financière telle qu'elle est représentée aujourd'hui, mais la banque de manière générale, aura un rôle à jouer. Moi, je milite aujourd'hui pour qu'on ait des droits de l'homme dits augmentés. C'est-à-dire que les droits de l'homme qu'on ait aujourd'hui, ils incluent aussi les droits numériques. Que la personne physique et son augmentation numérique soient reconnues ensemble. Ce qui veut dire que pour les données, aujourd'hui les données ne sont protégées en fait que par défaut parce qu'elles vous concernent. Et on n'a pas le droit de faire des choses trop méchantes avec elles. Ces données-là, pour nous, elles doivent appartenir à l'individu. Donc là, il y a un changement de paradigme à faire. Il y a à inscrire dans la Constitution les données appartiennent à l'individu, où n'importe quel croisement de données qui se fait doit équiper, révèle une identité, finalement appartient à l'individu. Ça veut dire que personne, aucune entité, que ce soit un État ou une entreprise, ne pourrait détenir des données sans que vous le sachiez. Ce serait un acte criminel, une atteinte, un viol, au tel même point qu'on vous agresse avec un couteau. Et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que finalement, comment est-ce qu'on va s'assurer que cette identité est sauvegardée?
Alors, il y a, évidemment, on met un principe hein, dans une constitution. C'est pas quelque chose que tout le monde va respecter du jour au lendemain. On va protéger ce principe-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous faites une atteinte à cette intégrité numérique, vous allez aller en prison parce que vous avez détenu des informations sur quelqu'un qui ne vous l'avait pas dit. Mais aussi, c'est comment est-ce qu'on va finalement protéger ces données-là. Je pense qu'il va y avoir un rôle. Aujourd'hui, on voit l'ensemble, à quel point en fait les bases de données génériques, les data centers sont en train de venir en Suisse. Parce qu'on est justement dans un état de droit. On est dans un état où l'État ne peut pas venir regarder dans les serveurs. Et il y a un marché qui se développe dans ce domaine-là. Je pense qu'en mettant de nouveau l'accent sur le citoyen, mais un citoyen augmenté, on peut créer en fait, avec l'aide des banques, finalement on augmente le travail des banques qui est finalement une banque de l'identité. C'est l'identité, vous pouvez choisir votre fournisseur hein, en fonction de la banque, et puis finalement vous pouvez aller dans un monde où finalement sans avoir peur que dans des états différents, dans des services différents, on vient voler votre identité, finalement vous avez un coffre-fort qui est bien protégé et qui vous permet d'être beaucoup plus en confiance. Donc tout ça, ce sont des suggestions qui sont en l'air, hein, comment est-ce que l'industrie va venir évoluer, mais je pense que fondamentalement, la banque va évoluer tout doucement, on ne va pas faire que des transactions bancaires, mais il y aura d'autres transactions. Ça va être des banques de données, des banques d'identité, et ça va être un outil important pour nous pour avoir un pays dans lequel les individus, avec leur identité augmentée finalement, puissent finalement contribuer à la société, soient libres et leur liberté d'opinion, parce que quand vous êtes surveillé tout le temps et que finalement vous passez votre temps sur internet pour discuter de politique, si vous mettez un fichier qui est automatiquement supprimé par avance, vous perdez votre liberté d'opinion, vous perdez votre poids dans le débat politique. Donc voilà. Je pense que c'est ma conclusion, c'est que ce débat il est fondamental dans un cadre plus large et qu'on est vraiment en train de voir. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi violent avec l'industrie financière aujourd'hui? C'est parce que l'industrie financière finalement elle est rentrée dans ce monde bien plus tôt que les autres. Elle est rentrée depuis, dès que les premiers ordinateurs ont existé, juste après l'armée, mais finalement, et puis les universités, ça a tout de suite été le monde de la finance qui a utilisé ces outils-là. On est rentré dans un monde extrêmement liquide où de mettre en place des règles très très strictes, finalement, ne fait que détourner les choses. Hein. On passe de données qui sont protégées par un secret bancaire. Si on enlève le secret bancaire, on passe dans des zones anonymes. Et dans le monde de l'Internet, dans le monde de la liberté d'expression, c'est exactement le même phénomène qui se passe. C'est-à-dire que les Chinois aujourd'hui, qui veulent la liberté d'expression, utilisent des moyens complètement anonymes, complètement secrets, dans lesquels en fait, on rencontre aussi tous les criminels de la planète, qui ne sont évidemment pas accessibles par les lois de surveillance que posent les États comme cela. Voilà. Et merci pour